Et nous retrouvons notre correspondant en Israël, Olivier Granelik. Boker Tov, Olivier. Boker Tov, bonjour Kevin. Et Olivier, nous commençons donc ce journal avec l'accord qui doit être signé aujourd'hui entre les États-Unis et l'Iran, un accord qui suscite de nombreuses inquiétudes en Israël. Oui, tout à fait. Si Donald Trump présente cet accord comme une étape vers un règlement durable de la crise nucléaire, de nombreux responsables israéliens craignent au contraire qu'il ne laisse à Téhéran une marge de manœuvre importante tout en lui offrant un répit diplomatique et économique. La principale inquiétude porte sur le contenu même du texte. Selon plusieurs sources israéliennes, il ne garantirait pas le démantèlement immédiat des infrastructures d'enrichissement de l'uranium et renverrait les questions les plus sensibles à de futures négociations. Un scénario qui rappelle ici, et pour certains, les critiques formulées contre l'accord de 2015. Autre point de préoccupation, Olivier, la question des missiles balistiques iraniens ne semble pas être réglée. De même, la question du soutien de Téhéran au Hezbollah, au Hamas et aux autres groupes armés de la région qui ne serait pas clairement abordée par cet accord. En coulisses, plusieurs responsables israéliens ont fait part de leur frustration, estimant qu'un tel accord risque de renforcer le régime iranien sans éliminer durablement la menace. Et face à ces critiques, Benjamin Netanyahou a tenté de rassurer, Olivier. Et son bureau rappelle qu'Israël n'est pas signataire du texte et affirme avoir obtenu de Donald Trump l'engagement que tout accord définitif devra inclure le retrait de l'uranium enrichi, le démantèlement des capacités nucléaires iraniennes et des restrictions sur les missiles balistiques et la fin du soutien de l'Iran à ses organisations alliées. En attendant, Jérusalem rappelle qu'elle se réserve le droit d'agir seule si elle estime que sa sécurité est menacée. Et je rajouterai aussi que le cabinet restreint de la sécurité doit se réunir ce soir à 19h30. Sur le plan politique, Yair Lapid s'en prend vivement à Benjamin Netanyahou après les informations sur un possible accord entre Washington et Téhéran. Et le chef de l'opposition estime que ce texte ne répond à aucun des objectifs de guerre fixés par Israël. Selon lui, le régime iranien resterait en place, son programme de missiles ne serait pas démantelé et Téhéran conserverait la possibilité de reconstruire à terme son programme nucléaire. Yair Lapid accuse également le Premier ministre d'avoir échoué à transformer les succès militaires d'Israël en victoire diplomatique. Et puis au sud Liban, des soldats israéliens ont fait une découverte très inquiétante. Oui, tout à fait, Kevin, puisque les soldats de la 36e division ont mis au jour, dans un tunnel situé sous la crête stratégique de Beaufort, des cartes détaillant les localités israéliennes du nord du pays. Selon l'armée, ces documents témoignent d'une planification avancée du Hezbollah en vue de futures offensives contre des villes israéliennes. Le tunnel servait auparavant de refuge à des combattants de l'organisation terroriste qui ont été éliminés lors d'une frappe aérienne quelques jours plus tôt. Des manifestations contre le gouvernement ont lieu hier soir dans plusieurs villes d'Israël. Oui, à Tel Aviv notamment, et plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées place Abima pour dénoncer la politique du gouvernement et réclamer la création d'une commission d'enquête sur les défaillances ayant précédé l'attaque du 7 octobre. Puis à Jérusalem aussi, 3 manifestants ont été interpellés après avoir participé à une marche non autorisée et bloqué la circulation près de la place de Paris dans le centre de Jérusalem. Ils ont été relâchés quelques heures plus tard. Et puis les organisateurs assurent aussi que la mobilisation va se poursuivre dans les prochaines semaines afin d'obtenir une enquête indépendante et de réclamer un changement à la tête du pays. Et puis Olivier, nous terminerons ce journal par cette alerte des autorités israéliennes. Les attaques de chacals se multiplient en Israël. Ben oui, Kevin, après l'attaque d'une meute de chacals qui a fait 11 blessés sur une plage du lac du Tibériade ce samedi, le phénomène visiblement s'étend désormais au centre du pays. Ces dernières semaines, plusieurs morsures ont également été signalées à Tel Aviv et à Ramat Gan, où les populations de chacals sont en forte augmentation, notamment autour du parc Ayarkon. Les autorités expliquent cette situation par la facilité avec laquelle ces animaux trouvent de la nourriture à proximité des zones habitées. Elles soulignent aussi également que la saison de reproduction les rend plus protecteurs de leur territoire et de leurs petits, et cela peut accroître leur agressivité. Il rappelle enfin qu'il ne faut jamais nourrir les animaux sauvages ni laisser de déchets
dans la nature, Kevin. Et nous allons jeter un coup d'œil sur la météo en Israël, la météo de ce dimanche 14 juin 2026, avec un temps qui sera également généralement ensoleillé et partiellement nuageux avec des températures stables. Dans la matinée, quelques faibles gouttes de pluie pourraient tomber dans le nord du pays. Les températures prévues pour aujourd'hui en Israël, il fera jusqu'à 27 degrés à Haïfa, 28 à Tel Aviv, 27 degrés à Jérusalem, jusqu'à 30 degrés à Beersheva et jusqu'à 39 degrés tout de même aujourd'hui à Eilat. Depuis le 7 octobre, les interrogations sur l'avenir des Juifs en Europe et en France se sont multipliées. En France, particulièrement, la hausse des actes antisémites, les tensions autour d'Israël et le climat politique alimentent les inquiétudes d'une partie de la communauté. Et ces dernières semaines, Dov Maimon a créé le débat en publiant d'abord une lettre ouverte au réalisateur israélien Nadav Lapid et puis en affirmant sur Radio J il y a quelques jours que les Juifs de France devraient faire leur valise. Prise de position forte qui soulève de nombreuses questions. Pour en parler, nous sommes heureux de recevoir Dov Maimon. Dov, bonjour. Oui, bonjour Olivier, bonjour chers auditeurs. Shavua Tov, vous êtes chercheur au Jewish People Policy Institute et spécialiste aussi donc des affaires liées aux communautés juives dans le monde. On va en parler à la fin de la journée, mais à la fin de cette interview. Mais vous avez aujourd'hui une grande réunion, un congrès qui se tient à Jérusalem. On en reparlera dans un instant. Mais nous allons commencer, Dov, par l'affaire Nadav Lapid, le réalisateur israélien qui s'est retrouvé au cœur d'une polémique en France après avoir été écarté du jury du Festival international du film de Marseille, à la suite de pressions et d'appels au boycott de plusieurs cinéastes. Et puis l'ironie de l'affaire, c'est que Nadav Lapid est lui-même un critique virulent du gouvernement israélien et de la politique menée par ce gouvernement, que ce soit à Gaza ou au Liban. D'abord, qu'est-ce que vous avez écrit, qu'est-ce que vous avez voulu faire passer comme message à Nadav Lapid ? La première chose, c'est que cette lettre ouverte à Nadav Lapid n'est pas de moi, et d'un groupe de gens qui ont réfléchi et qui ont dit qui m'ont demandé de la publier, donc je l'ai publiée. Maintenant, par rapport à Nadav Lapid, en fait, on va essayer de reprendre encore une fois ce que l'on essaye de faire dans le centre de recherche dans lequel je travaille, c'est qu'on essaye de prendre de la hauteur et de voir est-ce qu'il y a un phénomène. Est-ce qu'il y a une corrélation entre tout ce que vous avez décrit tout à l'instant, Olivier? À savoir, on sait que quand il y a de l'antisémitisme, ça crée une polarisation. Un certain nombre de Juifs se sentent rattrapés par leur dignité, rentrent dans le ghetto, rentrent dans la communauté. Et puis, par contre, une grande partie des Juifs vont diminuer leur profil juif pour essayer de se faire oublier, pour pas créer du malaise autour d'eux. Et puis, certains vont aller encore plus loin. C'est ce qu'on appelle dans l'histoire la haine de soi. Des gens qui vont essayer de cracher sur leur peuple, sur leur nation, etc., pour essayer de se faire accepter. On a connu des phénomènes absolument tragiques et pathétiques pendant la Deuxième Guerre mondiale, etc. Donc ce phénomène n'est pas nouveau, hein. On était 8% de l'Empire romain, on devrait être 200 millions, donc aujourd'hui nous sommes tous les Juifs qui restent aujourd'hui, sont les survivants de ceux qui ont choisi d'assumer leur altérité, ceux qui ont quitté l'Égypte, ceux qui ont quitté l'Espagne, ceux qui ont quitté l'Allemagne, ceux qui ont quitté et qui ont resté juifs et qui ne sont pas assimilés, qui n'ont pas disparu. Et puis beaucoup ont finalement nagé avec le courant, ont disparu. Donc on a on a le cas là, on a un cas absolument aberrant et qu'on va trouver encore dans d'autres, un peu partout dans le monde. Donc c'est une guerre mondiale depuis le 8 octobre contre le peuple juif qui a été déclaré. Et c'est quelque chose d'important à comprendre. Ça veut dire qu'on a eu une période de grâce après la Shoah, de 70 ans, 80 ans, et puis aujourd'hui, cette période est périmée. On est aujourd'hui dans une phase de guerre totale envers les Juifs, et donc il faut se préparer à tous les scénarios. Et ce que Nadav Lapid a fait, en fait, c'est qu'il a été évincé, en tout cas boycotté de cette réunion de cinéastes à Marseille, de ce festival international à Marseille. Et en fait, il a lui-même pas tellement compris pourquoi. Et c'est ça qui est aussi assez étonnant dans cette réaction. Voilà, bon. Donc on va donner un peu plus de détails pour ceux qui sont pas vraiment au courant. En fait, on a vraiment quelqu'un qui a dit que l'hymne national israélien,
la Tikva est un hymne génocidaire. C'est quelqu'un qui considère non seulement que le 7 octobre où on a eu des viols, des massacres, etc., c'est quelque part, il faut comprendre le désespoir des Palestiniens. Il a pris vraiment toutes les positions possibles, les plus haineuses, pour justifier le juif de service, l'israélien de service qui permet aux gens. Il a essayé de faire tout ce qu'on pouvait faire. Il était jusqu'au bout. Comme une femme qui aurait été jusqu'au bout d'aller satisfaire un amant qui la déteste. Et voilà, là c'est à peu près ce qu'on a. On a une affaire et c'est quelque part quelque chose qui est paradigmatique. Et on va en voir plusieurs, malheureusement, dans l'histoire, on en connaît beaucoup. Donc on a quelqu'un qui allait jusqu'au bout. Imaginez tout ce qu'on peut dire, il a dit. On n'a pas vu de limite. Et puis finalement, il s'est fait attraper parce que il a quand même pris l'argent israélien pour faire ses films, comme quand Israël serait un pays d'apartheid, de pourriture, de totalitarisme, mais quand même qui finance des gens qui crachent sur leur propre pays. On a quand même des financements israéliens pour faire des films qui sont complètement libérés de toute idéologie. Et pourtant, c'est là-dessus qu'il s'est fait. Il s'est fait attraper. Et c'est là-dessus qu'on lui a dit, ah monsieur. Et donc, en fait, on lui reproche d'être juif. C'est-à-dire qu'il a essayé de faire oublier qu'il était israélien, qu'il a créché sur Israël, mais finalement, c'est le titre d'un article qui est paru dans Haaretz, cette semaine, sur Nadav Lapid, qui dit, mais il a oublié qu'il était quand même resté juif. Il n'a pas réussi à s'en débarrasser et on ne lui a pas pardonné. Alors, est-ce que ça veut dire, en fin de compte, Dov, que peu importe vos positions, et on voit que les positions de Nadav Lapid sont vraiment extrêmes, on peut le dire, peu importe les positions, en fin de compte, ce qui importe pour les gens, pour les ennemis d'Israël et pour les ennemis des Juifs, c'est le fait de votre identité. Voilà, c'est pas ce que vous faites, mais ce que vous êtes. C'est là qu'on reconnaît quand c'est une haine obsessionnelle. C'est un des critères pour reconnaître quand quelqu'un vous déteste pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous faites, et quoi que vous fassiez, il ne vous accepte pas. Un peu comme les Israéliens par rapport au Hamas, on a beau les gens qui étaient les kibboutz, qui étaient au bord de Gaza, et qui ont tout fait, on avait la fin, on ne veut pas de vous, on ne veut pas de vous. Et c'était la même chose en Algérie pour les Français ou les Juifs d'Algérie qui ont été massacrés au moment de la guerre d'Algérie, c'était on ne veut pas de vous. Même plus vous allez être coopérant, plus vous allez les aider, plus vous allez essayer de comprendre, parce que le but, la force qui vient à l'intérieur, en vérité, c'est une force extrêmement juive. Cet aspect de dire, mais je veux vous comprendre. C'est ce qu'on doit, on éduque nos enfants à aller vers ce sens-là, d'aller comprendre l'autre, se mettre dans ses chaussures, essayer de justifier ce qu'il a. Et là, ça ne marche pas. À un certain moment, il faut savoir que ce qui existe au niveau personnel ne fonctionne pas avec les peuples qui à un certain moment ne vous supportent plus, ne veulent plus de vous. Un peu comme une femme qui ne veut plus d'un homme qui lui dit mais va-t'en, j'en ai marre de toi. Et lui, il essaye de s'accrocher par tous les moyens, de courir après cet amour qu'il a perdu et il a un besoin d'être aimé absolument aberrant. Et c'est vraiment pathétique. C'est la maladie de la galoute, c'est la maladie de la diaspora, de vouloir être aimé. Alors cette ambiance et cette atmosphère qui existe en France, mais aussi en Europe, vous avez fait faire des déclarations qui ont aussi fait pas mal réagir, des déclarations sur Radio J. Vous avez déclaré que les Juifs de France devraient faire leurs valises. Alors, quels sont, puisque vous faites partie du GPPI, donc cet institut de recherche très connu en Israël, quels sont les éléments concrets, que ce soit politiques, sociologiques ou sécuritaires, qui vous conduisent à cette conclusion ? Voilà. Mon travail n'est pas de donner des conseils et dire aux gens quoi faire. Ce n'est pas mon travail. Mon travail, c'est de donner des éléments pour que les gens puissent faire leurs décisions, prendre leurs décisions d'une manière éclairée et consciente de ce qui arrive. Donc, il faut donner des éléments. C'est comme ça qu'on avait sorti le livre La fin des Juifs de France avec Didier Long. C'est-à-dire, on donne des éléments, uniquement des éléments, ce que les gens doivent comprendre. Voilà ce qui est en train de se passer. Nous avons passé la période de grâce après la Shoah. Nous avons donc un antisémitisme exacerbé et libéré. Nous avons un changement démographique. On en a parlé plusieurs fois, c'est la démographie qui pilote, il n'y a rien à faire. Donc je raconte dans cet entretien justement que les gens se disent non mais peut-être si on a quelqu'un d'autre au gouvernement, si c'est pas Mélenchon mais c'est Bardella, alors ça serait. Je dis non. J'ai fait partie des gens qui ont accueilli Monsieur Emmanuel Macron en 2016 quand il est venu en tant que ministre de l'Industrie en Israël. Il était tout jeune ministre, il était fou amoureux du peuple juif, fou amoureux d'Israël. Et puis il voyait en Israël un modèle d'inspiration. Il a dit je veux que la France devienne une start-up nation. Il a commencé, il était emballé par toute cette histoire. Et puis il est arrivé en poste. À un certain moment, on lui a remis à sa place. Netanyahou lui a dit monsieur, on a entendu vos conseils
conseil, mais restez où vous êtes. On a envie d'avancer, nous, à notre rythme et à nos façons. Vous n'allez pas nous donner du conseil paternaliste. Et puis, il a été briefé par le Quai d'Orsay, il a été briefé par Mobile Énergie, il a été briefé par les chiffres de la démographie, et là on lui a dit ça risque de créer des émeutes. Je rappelle que le 21 mai 2025, le jour où le livre La fin des Juifs de France est sorti, il y a eu un rapport. C'est pas que je fais partie des sages de Sion, des protocoles, c'est qu'il par hasard, il se trouve qu'il y a un rapport sur les frères musulmans qui est sorti en France, dans lequel il y avait 2 recommandations. Et ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut enseigner l'arabe dès l'école maternelle. La deuxième recommandation, prendre des positions pro-palestiniennes pour éviter de créer des émeutes. Donc, en vérité, peu importe qui sera le président en France, et même s'il était très pro-israélien avant, une fois qu'il sera en poste, il va prendre les intérêts d'éviter les guerres civiles, d'éviter des choses qui peuvent aller très mal en Europe. Donc, et donc, dans cette idée-là, évidemment, il va prendre des positions contre Israël et contre les Juifs. Donc, les Juifs, on leur met une cible dans le dos, et c'est, dans une certaine mesure, ils n'ont pas beaucoup de chance de pouvoir s'en sortir, parce que le mouvement entier n'est plus avec eux. On a une situation où la police ne pourra pas les protéger, l'État d'Israël ne pourra pas intervenir, envoyer des commandos pour sauver les Juifs, et en cas d'émeute, et les renseignements territoriaux et d'autres personnes en France et la Commission européenne parlent de scénarios d'émeute au moment entre les 2 tours, où si tout à coup la gauche ne prend pas le poste, et même si la gauche prend le poste, prend la position de président. Donc en mai 2027, c'est une situation où il y a un scénario possible qui sera un scénario d'émeute, et les Juifs sont les premiers sur la liste. Donc est-ce que ça va se passer? On n'espère que pas, bien entendu, on fait tout pour que ça ne se passe pas, mais malheureusement l'histoire nous a appris que ce qui pouvait se passer se passe. Et quel est le rôle des institutions françaises? Quel doit être le rôle des institutions françaises? Vous dites qu'ils auront du mal à protéger la communauté juive. C'est quand même inquiétant quelque part. Alors, la pérennité d'une communauté juive dans le monde, quand on étudie l'histoire du peuple juif en général, c'est de savoir non pas s'il y a une intensité de la vie juive, parce que l'intensité de la vie juive est extrêmement forte en France. En 1939, le judaïsme polonais était à son apogée, ça n'a pas garanti sa survie. Ce qui dépend, c'est est-ce que les pouvoirs publics, les institutions régaliennes vont le protéger. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est qu'en France, il y a un cadre juridique très fort, mais ça ne marche pas du tout. L'antisémitisme se fait qu'augmenter. Alors aux États-Unis, celui qui a assassiné à Pittsburgh 18 juifs, il a été non seulement jugé, mais condamné, il va passer à la chaise électrique. Est-ce qu'on a vu que les assassins de Sarah Halimi ou de Ilan Halimi sont passés à la chaise électrique, ont été punis vraiment? Alors on voit qu'il y a un phénomène qui est non seulement le cadre juridique, mais l'application concrète. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde avec intelligence artificielle tous les différents pays, et on arrive à voir que en Europe, quand je parle vraiment pas de la France ici, je parle de l'Europe entière. Oui, bien sûr. L'Europe entière, on est dans une situation où on a 23 pays qui ont des plans contre l'antisémitisme, avec un commissaire responsable, le responsable du combat contre l'antisémitisme, 20 pays parmi eux, et puis finalement le résultat est 0 pointé. Donc ces gens-là, alors ils disent, ils ont beaucoup de paroles, beaucoup de grands discours, mais quand ça arrive en pratique, finalement ils ne protègent pas les Juifs. On voit que les gens donc combien de pourcentage on voit aux États-Unis? Voilà, Trump a voulu arrêter l'antisémitisme, il a mis 600 millions de dollars sur l'université de Columbia parce qu'il rentre pas dans Title VI, il arrête les financements des universités qui font de l'antisémitisme. On aurait pu faire ça avec Sciences Po Paris, Sciences Po Lyon, Sciences Po Grenoble, on pourrait le faire sur d'autres endroits. On ne voit pas que c'est fait en France, c'est pas fait. On voit que les choses ne sont pas protégées, ça ne marche pas. L'État ne prend pas les moyens de protéger les Juifs. Alors on met des policiers dans les synagogues, mais c'est pas comme ça qu'on il faut dire que le sang juif, celui qui a du sang juif sur les mains, il est véritablement puni. Il faut que les gens comprennent que les Juifs ne sont pas un exutoire de toute la colère du monde entier, comme ça a été souvent dans le cas des pogroms. Voilà. On organise aujourd'hui une grande conférence. J'ai encore une question qui concerne aussi la France et l'Europe. Et surtout, je suppose que vous avez un dialogue avec les communautés juives en France, les autorités de la communauté juive en France et en Europe. Est-ce que vous êtes entendu? Quel est le type de dialogue que vous avez avec eux? Comment ils réagissent à votre discours, à ce que vous dites, qui est très inquiétant? Je suis pas là pour inquiéter, je suis en train de raconter ce qui se passe. Est-ce que les communautés, est-ce que les pouvoirs publics, est-ce que les institutions juives sont en mesure d'agir? Le pouvoir est extrêmement divisé en France. Il y a des gens qui s'occupent de religion, vous dites, mais moi c'est pas mon rôle. J'entends ce que vous dites, mais c'est pas mon rôle. Il y a des gens qui vont s'occuper de la mémoire de la Shoah, ils disent, oui, mais moi je m'occupe de la mémoire Shoah. Je leur dis, mais il faut éviter la Shoah de demain. Enfin, ah non, mais nous on s'occupe du passé, donc c'est pas mon rôle. Et chacun va vous dire, c'est pas mon rôle, c'est pas mon rôle, c'est pas mon rôle. On se dit, mais encore il y a des émeutes.
Encore, il y a des émeutes comme en juin 2023 et que ça dure pas 5 jours, mais ça s'étend sur 6 semaines, comme certains renseignements français disent. Et si on a des choses qui vont un peu plus graves, et alors qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous avez des plans pour protéger ces gens qui vivent dans ce qu'on appelle du homejacking? Est-ce que vous avez des plans, etc.? Chacun dit, mais non, on peut pas, c'est la police qui est censée faire ça. Est-ce que la police va protéger? Est-ce qu'ils ont protégé Sarah Halimi avec les 53 policiers qui étaient en bas et de la même chose par rapport au Bataclan? Est-ce qu'au pogrom de Constantine, la police a protégé les Juifs? Est-ce qu'on connaît l'histoire de la France? On sait son histoire avec Vichy, on sait son histoire avec les Harkis, on sait comment la France se comporte envers les minorités, même avec les Kanaks, etc. On sait comment la France a une tendance à dire nous allons suivant l'intérêt national supérieur et nous sommes capables aussi de ne pas forcément protéger des petites parties de la France pour l'intérêt supérieur. Donc on a dans la culture de la France, on a un véritable problème, mais c'est pas seulement en France. 86% des Juifs anglais considèrent qu'ils sont pas confiance dans l'État pour les protéger. En France, évidemment, c'est beaucoup plus grave, et au niveau européen, 96% d'après l'agent des droits fondamentaux de l'Union européenne, c'est vraiment une agence de l'Union européenne qui dit que 96% ont eu un incident antisémite dans l'année qui vient de passer. Donc on a une situation que ne pas avoir les yeux ouverts, je suis pas en train de dire des scénarios alarmistes, je suis en train de dire ce que tout le monde sait. Alors juste pour terminer, parce qu'on va vous laisser, parce que vous êtes très occupés aujourd'hui, se tient aujourd'hui à Jérusalem la conférence du JPPI consacrée à la cohésion de la société israélienne, en présence du président Yitzhak Herzog, avec pour terme la cohésion dans la discorde. De quoi vous allez parler aujourd'hui, Dov ? Voilà, alors évidemment, ce qui apporte beaucoup plus pour l'État d'Israël, c'est ce qui passe en Israël. On essaye de faire parler de la diaspora et d'avoir une oreille pour ce qui se passe en diaspora, mais c'est ce qui se passe en Israël même qui est en train de se passer. Nous avons une situation extrêmement exceptionnelle. Donc nous, on a tout un système où on fait énormément de sondages. Et on a des centaines et des milliers de sondages de chiffres qui nous disent qu'est-ce qui est en train de se passer depuis 7 octobre, aussi bien le retour du religieux, l'inquiétude par rapport à la division qui est liée au modèle politique israélien dans lequel on a. Les gens sont extrêmement confiants dans leur avenir. Ils sont tous confiants que leurs petits-enfants vivront beaucoup mieux. Et d'un autre côté, ils ont peur de cette tension qui est liée aussi par des politiciens qui animent cette violence, des petits groupes minoritaires dans la politique israélienne qui imposent leur volonté contre la volonté de la majorité silencieuse. Donc on essaye de reconstruire une constitution en Israël, donc avec les chefs des différents partis israéliens qui vont venir à cette conférence et le président bien entendu, et qu'on essaye de penser non seulement l'histoire du peuple juif, le peuple juif en Israël et en diaspora, nous sommes tous dans le même bateau, il faut se penser en tant que groupe, et ce qui se passe en Israël impacte ce qui se passe en diaspora. Il est fort de recoller les morceaux, ici comme là-bas, entre les Juifs d'Israël et de diaspora, qui d'ailleurs, les Juifs entre Israël et diaspora se sont renforcés énormément les liens depuis le 7 octobre, malheureusement pour des mauvaises raisons, on est tous dans le même bateau et nous sommes réinventés des millions de fois dans l'histoire du peuple juif et cette fois-ci aussi, nous devons repenser les modalités de ce renouveau juif qui va faire que le peuple juif sera de mieux en mieux et de plus en plus proche de son identité. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Bonne journée pour cette conférence qui aura lieu à Jérusalem aujourd'hui. Merci beaucoup, Dov Maimon, d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kalita. Le 5 janvier 1895, dans la cour de l'école militaire à Paris, un officier français est publiquement humilié. Ses galons sont arrachés. Son épée est brisée devant une foule en colère. Son nom est Alfred Dreyfus. Accusé à tort de trahison, condamné parce qu'il est juif, il devient malgré lui l'un des symboles les plus puissants de l'antisémitisme moderne. À cet instant, personne n'imagine que cette scène va marquer durablement l'histoire du peuple juif. Parmi ceux qui observent cette époque se trouve un jeune journaliste austro-hongrois nommé Theodor Herzl. L'affaire Dreyfus contribue à renforcer chez lui une conviction. Même dans l'Europe moderne, même dans la France des droits de l'homme, les Juifs ne sont jamais totalement à l'abri. Quelques années plus tard, Herzl lance le mouvement sioniste moderne. Et c'est là que l'histoire prend une tournure extraordinaire. Car plus de 130 ans après l'humiliation d'Alfred Dreyfus, l'un de ses descendants se tient à son tour en uniforme. Mais cette fois-ci, ce n'est pas à Paris, c'est en Israël. Son nom est Uriel Dreyfus. Il vit à Jérusalem. Et lorsqu'il reçoit le grade de lieutenant-colonel dans les tribunaux militaires de Tsahal, il décide de transformer cette cérémonie en un moment de mémoire nationale. Dans un discours remarquable, il déclare
Je me tiens ici aujourd'hui et sur mes épaules repose le poids de deux histoires qui se rencontrent en un instant. L'une est l'histoire de ma famille, le nom Dreyfus, qui symbolisait pendant des générations l'injustice, l'antisémitisme et la tentative de briser l'esprit de l'officier juif. La seconde est l'histoire que nous écrivons tous depuis le 7 octobre. Puis il rappelle ce qu'a vécu son ancêtre. Il y a plus de 130 ans, sur une place de Paris, les galons du capitaine Alfred Dreyfus furent arrachés. Lors d'une cérémonie humiliante devant une foule, son épée fut brisée. Il fut accusé de trahison qu'il n'avait pas commise, simplement parce qu'il était juif. Et c'est alors qu'il prononce une phrase qui résume à elle seule plus d'un siècle d'histoire juive. Aujourd'hui, lorsque je reçois le grade de lieutenant-colonel, j'ai le sentiment que les grades qui ont été déchirés dans la disgrâce sont désormais cousus avec fierté sur l'uniforme des forces de défense de l'État d'Israël. Quelle image! Les galons arrachés à Paris en 1895, les galons cousus sur un uniforme israélien en 2026. Mais Auriel Dreyfus ne s'arrête pas à la mémoire familiale. Pour lui, l'affaire Dreyfus n'appartient pas seulement au passé. Elle contient aussi une leçon pour le présent. Il déclare « Alfred Dreyfus était seul face à un système bien huilé de mensonges. Aujourd'hui, l'État d'Israël fait face à plusieurs fronts qui tentent de nous terroriser avec des missiles, du terrorisme et des mensonges sur la scène internationale. Notre unité est l'épine dorsale de la démocratie israélienne. Nous défendons un lieu où les mots sont plus forts que les balles et où la vérité est la valeur suprême. Autrement dit, le combat n'est plus le même, mais certaines mécaniques demeurent. Aujourd'hui, c'est l'État juif qui est confronté à des campagnes de délégitimation, de désinformation et de haine. L'histoire ne se répète jamais exactement, mais elle rime parfois de manière troublante. Cette cérémonie était la rencontre entre deux images opposées. Le juif humilié et le juif qui se tient droit. Entre ces deux images, il y a 130 ans d'histoire juive, 130 ans de combat, de tragédie, de résilience et de renaissance. Il y a le sionisme, la Shoah, la création de l'État d'Israël et toutes les générations qui ont permis au peuple juif de retrouver sa souveraineté. Car Auriel Dreyfus se fait le porte-parole de tous les enfants d'Israël, de tous ceux qui grandissent dans un pays capable de se défendre lui-même et non plus condamné à attendre qu'un autre décide de son destin. La véritable revanche de l'histoire se trouve là, dans ces galons que l'on avait arrachés à Paris et qui, plus d'un siècle plus tard, sont revenus sur les épaules d'un Dreyfus avec honneur et fierté. Et l'accord qui se profile entre les États-Unis et l'Iran fait ce matin la une de la presse israélienne. Pour de nombreux éditorialistes, il s'agit d'un mauvais accord, mais certainement pas de la fin des négociations. C'est notamment l'analyse du Yediot Ahronot qui titre à sa une « Un mauvais accord ». Son éditorialiste Ron Ben-Ishai estime que ce compromis offrirait avant tout une bouffée d'oxygène économique au régime des ayatollahs. La levée progressive de certaines sanctions permettrait à Téhéran de consolider son pouvoir et à terme de relancer ses capacités militaires et nucléaires. Le journaliste regrette également qu'Israël soit largement tenu à l'écart des discussions menées entre Washington et Téhéran, mais il voit aussi une possible opportunité. La réouverture du détroit d'Ormuz pourrait apaiser les tensions sur les marchés mondiaux et donner ensuite aux États-Unis davantage de marge de manœuvre pour adopter une ligne plus ferme face à l'Iran. Et ce matin, de nombreux éditorialistes s'interrogent aussi sur le véritable rôle joué par Donald Trump dans le dossier iranien. Comme Amnon Lord dans le Israel Hayom, qui cite Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense, Israël Katz, qui répète qu'Israël se réserve le droit d'agir militairement pour empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. Le président américain est lui devenu le principal frein à une éventuelle opération
israélienne, écrit-il ce matin dans le Israel Hayom. Amnon Lord estime aussi que les négociations menées par Washington offrent en pratique une forme de protection au régime iranien. Selon lui, tant que les discussions sont en cours, Israël aura beaucoup plus de mal à lancer une offensive contre l'Iran ou contre le Hezbollah sans l'aval américain. Et puis l'article reconnaît aussi qu'un accord solide pourrait éloigner durablement la menace nucléaire, mais il met en garde contre un autre risque, celui de redonner une légitimité internationale et un nouveau souffle économique au régime des ayatollahs. Puis un phénomène inquiétant dans la presse de ce matin, la multiplication d'incendies dans les terrains agricoles en Judée-Samarie. Et c'est le Israel Hayom qui en parle et qui s'intéresse à ce que certains agriculteurs de Judée-Samarie qualifient déjà de terrorisme par le feu. Selon le quotidien, plusieurs dizaines d'incendies ont touché des exploitations agricoles et des pâturages ces dernières semaines. Les propriétaires de fermes affirment qu'il ne s'agit pas d'accidents, mais d'incendies volontaires destinés à provoquer des pertes économiques et à affaiblir la présence israélienne sur le terrain. Les services israéliens de lutte contre les incendies indiquent que plusieurs de ces départs de feu font effectivement objet d'enquête pour suspicion d'incendies criminels. Les agriculteurs, eux, appellent les autorités à renforcer les moyens de prévention et de surveillance avant que l'un de ces incendies ne fasse des victimes. Et puis un débat qui prend de l'ampleur dans les pages du Yediot Ahronot ce matin. Le quotidien revient sur la décision d'une vingtaine de responsables de Yeshivot Esder d'appeler leurs élèves à ne plus s'engager dans les unités blindées de Tsahal en raison du projet pilote visant à intégrer des femmes soldates. Et pour le journaliste Yossi Yoshua du Yediot Ahronot, cette crise était prévisible. Elle intervient au pire moment pour l'armée israélienne qui fait déjà face à une grave pénurie de combattants. Selon lui, Tsahal a besoin à la fois des jeunes issus du sionisme religieux et d'élargir le recrutement à des femmes dans des unités combattantes. L'éditorialiste estime aussi que le véritable défi du chef de l'état-major de Tsahal sera d'éviter que chaque évolution de l'armée ne se transforme en affrontement idéologique. Un haut responsable militaire cité par le journal tente toutefois de rassurer en affirmant qu'il n'y aura pas d'équipage mixte dans les chars. Politique à présent, il est beaucoup question ce matin de la rivalité entre Naftali Bennett et Gadi Eisenkot dans les médias et dans les quotidiens israéliens. Et selon un sondage publié ce week-end, les deux hommes sont désormais au coude à coude dans la course à la tête du camp anti-Netanyahou. La chaîne E24 News souligne toutefois un paradoxe. Une majorité des électeurs de l'opposition estime que Bennett a davantage de chances de battre Binyamin Netanyahou lors des prochaines élections, mais préférerait voir Gadi Eisenkot prendre la tête du bloc. Les commentateurs mettent en garde contre cette guerre interne qui risque, selon eux, d'affaiblir l'opposition. Et Nadav Elimelech de la chaîne E24 News estime même que cette situation est le principal atout politique de Netanyahou aujourd'hui, et c'est la bataille entre Bennett et Eisenkot. Politique encore avec ce matin le Israel Hayom qui cite une enquête sur la stratégie de communication du parti arabe Ra'am et de son dirigeant Mansour Abbas. Et le journal s'appuie sur une étude du chercheur Shimon Oz selon laquelle le parti tiendrait deux discours différents selon son public. En hébreu, Ra'am mettra en avant les questions de budget, d'infrastructure et de droits civiques. Et puis en arabe, en revanche, certains responsables utiliseraient des termes à forte connotation nationale ou religieuse comme Nakba, Soumoud ou Ribat qui peuvent être associés à la résistance palestinienne. L'auteur de l'étude estime que cette différence de langage traduit une stratégie politique destinée à parler différemment aux électeurs arabes et à la société israélienne. Il met également en garde contre le risque que certains de ces messages soient interprétés comme une légitimation de la confrontation avec l'État. Et nous terminons cette revue de la presse avec le retour de la Gay Pride à Tel Aviv. Après 2 années d'annulation, près de 100 000 personnes ont défilé vendredi après-midi dans les rues de la ville.
Et le Yediot Ahronot souligne qu'au-delà de son caractère festif, la manifestation a été marquée par de nombreux messages politiques. Plusieurs participants ont appelé à une plus grande égalité des droits et dénoncé la recrudescence de violences et des discours hostiles envers la communauté LGBT en Israël. Certains ont également fait part de leur inquiétude face au climat politique actuel. Le défilé s'est achevé au parc Charles Clore par une grande série de concerts et malgré quelques tensions à l'entrée du cortège, l'événement s'est déroulé sous haute sécurité et sans incident majeur. Et nous allons à présent parler de l'accord qui se profile entre l'Iran et les États-Unis, un accord qui pourrait être signé aujourd'hui, selon en tout cas les propos du président américain Donald Trump. Et pour en parler, nous sommes avec le journaliste spécialiste des questions sécuritaires, Or Issachar. Or, bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Bonjour, merci beaucoup. Alors, j'ai envie de vous poser comme question, non pas qu'est-ce qu'il y a dans cet accord, mais qu'est-ce qu'il n'y a pas, qu'est-ce qui manque dans cet accord par rapport aux intérêts sécuritaires de l'État d'Israël? Alors, d'abord et avant tout, on essaie beaucoup. On ne sait pas beaucoup à propos de ce qui a été conclu entre Trump et les Iraniens. On sait bien que on s'attend à ce que on va jusqu'au bout, entre si on a déjà embarqué dans cette aventure, cette campagne en Iran, on s'attend à ce que le président aille jusqu'au bout. Mais ce qui se passe, c'est que il est fort possible que l'administration israélienne est consciente de davantage de détails que nous. Mais ce qui est évident, c'est que même de côté américain, on a été un peu dissuadé de la possibilité d'aller jusqu'au bout. On a préféré de signer un accord qui n'est pas idéal, mais qui veut garantir de faire sortir le matériel fissé, le matériel enrichi hors de l'Iran, ou bien le diluter, c'est-à-dire de réduire le pourcentage d'uranium enrichi de 60% vers 3%. C'est pas du tout idéal. C'est pas ce qu'Israël a envisagé le moment où l'opération a été lancée. Bien évidemment, il y a beaucoup d'atouts qui sont impressionnants sur le plan tactique, mais on voit bien que le président n'a pas voulu élaborer les frontières, on dit, de cette opération. Il a voulu fermer et continuer, mais ce qui se passe, c'est que on se demande, ok, mais qu'est-ce qu'on a obtenu? Oui. Et l'Iran est plus dissuadé aujourd'hui, mais il est fort encouragé de continuer d'être agressif, étant vu que même alors que les États-Unis et Israël embarquent dans cette campagne qui avec des objectifs extrêmement ambitieux, on voit bien que ils sont même dissuadés de leur part d'aller jusqu'au bout. Oui, et il y a aussi un autre élément qui est souligné aussi en Israël, ça concerne tout ce qui concerne les armes balistiques et puis aussi les accords entre l'Iran et ses proxys comme le Hamas ou le Hezbollah. Et là aussi, c'est pas très clair, en tout cas d'après ce qu'on sait, parce que c'est vrai que l'accord n'a pas encore été divulgué, mais c'est pas très clair aussi qu'est-ce qui a été décidé par rapport à ces questions. Là aussi, Israël reste quand même inquiète par rapport à ça. Absolument, il n'est pas clair, vous avez raison, et les détails vont être divulgués aujourd'hui, j'anticipe, mais on voit bien que l'Iran est fort intéressé à lier entre le cessez-le-feu ou bien l'accord entre l'Iran et les États-Unis et le cessez-le-feu au Liban. Israël n'y est pas intéressé. Israël veut aller jusqu'au bout. Si je peux le dire, boucler Hezbollah hors de Liban, avec l'aide du gouvernement libanais. Ce qu'Israël fait au Liban, c'est pas pour s'amuser, si je puis le dire, mais pour garantir la sécurité de la frontière nord et ainsi que mener à un changement long terme au Liban. Ironiquement, c'est exactement ce que le gouvernement libanais le veut. On voit bien que l'ambassadeur israélien, l'ambassadeur libanais réunissent au bureau ovale à Washington
pour négocier un accord de paix, c'est-à-dire que même le Liban, l'État libanais est d'accord avec Israël sur cette question, mais les Américains, il paraît, veulent bien terminer l'opération en Iran, et à cette fin, ils sont même prêts, il paraît, de suivre les exigences des Iraniens et lier le cessez-le-feu au Liban, au cessez-le-feu en Iran. Ouais. C'est pas exactement ce qu'Israël a voulu, mais Ouais. j'espère bien qu'on va au moins conclure ou bien inclure une partie des exigences israéliennes, y compris rester dans des points stratégiques pour empêcher le Hezbollah de s'approcher à la frontière. D'après vous, pourquoi Donald Trump, après ces longs mois où il y a eu des opérations militaires, où il y a eu des tensions entre l'Iran et les États-Unis, a tenu à conclure cet accord maintenant? Est-ce qu'en fin de compte, il a été pressé justement peut-être par d'autres intérêts, que ce soit des intérêts politiques par rapport à la région, ou peut-être même aussi des intérêts économiques? C'est une question que beaucoup se posent actuellement. Oui, il a été pressé. C'est pas que le président Trump est facilement pressé, mais il avait d'autres considérations que la campagne en Iran. Et j'ai l'impression qu'il se heurte désormais à la dure réalité du Moyen-Orient. C'est-à-dire que même alors que l'Iran est pilonné, écrasé sur le combat, ils sont déterminés, ils comportent comme si ils sont dans une position de force. Donc, dans le cadre des négociations, un peu comme le Hamas. Le Hamas est absolument écrasé à Gaza, mais encore, il comporte comme s'il peut venir avec des exigences aux négociations. Alors, c'est comme ça, au Moyen-Orient, des acteurs qui ont tendance à faire preuve d'une ténacité farouche, si je puis dire. Alors, c'est pas exactement la tendance qu'on a à l'Occident. Les Occidentaux, ils cherchent les campagnes courtes, ils cherchent les résultats immédiats. Et au Moyen-Orient, ils savent très bien, surtout les Iraniens, que le président Trump, il y a l'horloge politique, il y a d'autres considérations, comme vous l'avez mentionné. Et il y a 2 semaines, il a dit les midterms, les élections aux États-Unis m'importent pas et je vais continuer jusqu'au bout. Mais même lui, il sait bien que c'est un moyen de presser les Iraniens. Ils savent bien que oui, ils sont fort pilonnés, écrasés, mais ils sont toujours un grand pays de 90 millions d'habitants. Ils ont d'autres moyens de presser le président, sauf sur le plan militaire. Est-ce que, pour terminer, pour conclure, cet accord veut dire qu'en fait, que Israël et les États-Unis sont main dans la main lorsqu'il s'agit d'opérations militaires, mais lorsqu'il s'agit d'accords stratégiques, d'accords sur du plus long terme, on ne peut pas dire que les États-Unis ont laissé tomber Israël, mais disons que les États-Unis mettent en avant d'abord leurs intérêts personnels et moins les intérêts d'Israël? Un peu comme ça. Il est tout à fait logique, il faut le dire. Il va sans dire que oui, les Américains ont leurs propres considérations. Il n'est pas du tout évident que le président Trump a été d'accord d'aller avec Israël dans cette campagne. Mais la coopération est extrêmement étroite. Il faut pas être confus là-dessus. L'Iran a la tendance de parier sur les désaccords entre Israël et les États-Unis. C'est pas du tout le cas. On voit que même si les États-Unis n'est pas d'accord avec Israël sur des questions, telle ou telle question, la coopération est extrêmement étroite. Et oui, Israël devra redéfinir ses exigences ou bien voir dans le cadre de la campagne militaire qu'il y a des choses qu'on peut atteindre, il y a des choses qu'il faut atteindre dans le cadre des négociations, et il y a des choses que si on veut obtenir, il faut faire beaucoup plus qu'une campagne aérienne. Et c'était le choix qu'on a fait entre les administrations. Mais pour ne pas finir dans un ton pessimiste, l'Iran n'est pas le même Iran comme avant cette campagne. L'Iran est beaucoup plus faible. L'Iran n'est pas le monstre régional qu'il avait été avant cette opération. Et l'Iran est fort loin de développer des armes nucléaires maintenant, surtout si on fait sortir le matériel enrichi du territoire iranien.
Et l'Iran, je pense que le blocus psychologique a été brisé, c'est-à-dire avant la guerre de juin 2025, on m'a posé des questions, est-ce qu'Israël peut frapper l'Iran? Figurez-vous que c'était la question qu'on avait posée avant juin 2025, alors qu'aujourd'hui, on parle des ronds de conflit avec l'Iran, et c'est pas le même débat qu'avant la guerre, et je pense que même si on n'a pas mené un changement de régime en Iran maintenant, on voit bien que le changement est stratégique et géopolitique, et j'espère bien qu'on va mener à d'autres accords d'Abraham et davantage d'avantages stratégiques d'Israël au Moyen-Orient, et une position américaine encore plus forte dans la région. Et c'est ça dans soi-même, il s'agit d'un atout phénoménal. Très bien. Merci beaucoup, Or Issachar, pour ces explications. Et bien sûr, on continuera de suivre les détails de cet accord qui va être sans doute publié dans les heures ou dans les jours à venir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. Bonne journée.